Après 60 ans, le corps féminin continue de se transformer. Mais ces changements sont rarement abordés de manière claire. Beaucoup de femmes ressentent des signaux subtils, une fatigue différente, une sécheresse inhabituelle, une silhouette qui se modifie sans explication, un sommeil plus léger ou un désir plus lointain. Pourtant, lors des consultations, ces sujets restent souvent à l'ombre. Même certains professionnels de santé, par manque de temps ou par habitude, ne prennent pas toujours le temps de les nommer, de les normaliser ou d'y apporter des solutions simples. Et ainsi, des millions de femmes traversent ces années avec une sensation confuse. Est-ce que tout cela est normal? Ou est-ce que je suis en train de perdre quelque chose? Je suis la Dre Isabelle Moreau, gynécologue, endocrinologue depuis plus de 25 ans. J'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de patientes entre 60 et 80 ans dans cette étape si mal expliquée, l'après-ménopause. Mon approche est centrée sur la physiologie féminine, mais aussi sur l'écoute concrète du vécu. Car la médecine ne peut pas se limiter à des chiffres hormonaux ou à des bilans biologiques, elle doit aussi entendre ce que les femmes ressentent dans leur corps chaque jour. Et ce que j'ai appris au fil des années, c'est que ces transformations ne sont ni imaginaires, ni anecdotiques. Elles sont réelles, biologiques et souvent réversibles ou modulables. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 transformations silencieuses mais fréquentes qui touchent les femmes après 60 ans. Des changements que l'on oublie trop souvent de nommer et qui, pourtant, expliquent tant de choses que vous ressentez. Je vous montrerai comment votre corps parle à travers ces signaux et surtout, comment y répondre avec douceur, clarté et efficacité. Rien d'extraordinaire, des gestes simples, des soins adaptés. Parfois, un changement de regard et souvent un soulagement en quelques semaines. Ce que l'on appelle souvent faiblesse intime ou pertes urinaires chez les femmes après 60 ans est, en réalité, la conséquence directe d'un processus biologique bien identifié, la fonte musculaire du plancher pelvien. Ce phénomène, encore trop tabou, affecte pourtant des millions de femmes à partir de la soixantaine. Et ce n'est pas une question de négligence, c'est le résultat d'un affaiblissement progressif des fibres musculaires périnéales, sous l'effet de la chute hormonale post-ménopausique. D'un point de vue physiologique, la baisse des œstrogènes diminue la tonicité des muscles lisses et striés qui soutiennent la vessie, l'utérus et le vagin. Le collagène, responsable de l'élasticité tissulaire, est également produit en moindre quantité. À cela s'ajoute la réduction du flux sanguin local, qui affaiblit encore davantage la réactivité musculaire. Conséquence, les muscles du périnée perdent en tonicité, en coordination et en capacité de maintien. Ce relâchement peut se traduire par des fuites urinaires à l'effort, une sensation de lourdeur pelvienne ou une baisse des sensations intimes lors des rapports, mais ce changement n'est ni irréversible ni sans solution. Le périnée est un muscle comme un autre, il peut se rééduquer. Les exercices de Kegel, lorsqu'ils sont bien réalisés, permettent de renforcer progressivement la musculature profonde du bassin. Concrètement, il s'agit de contracter, puis de relâcher les muscles du plancher pelvien pendant quelques secondes, plusieurs fois par jour. L'idéal est de commencer par des séries de 10 contractions, 2 à 3 fois par jour, en position assise ou allongée, en respirant profondément.
L'utilisation d'applications de rééducation ou de sondes connectées peut également aider à mieux visualiser le travail musculaire et à progresser plus rapidement. Par ailleurs, l'alimentation joue un rôle complémentaire. Une étude menée à l'Université de Barcelone en 2020 a montré que les femmes âgées consommant régulièrement du magnésium et de la vitamine D présentaient une meilleure force musculaire globale, y compris périnéale. Le magnésium, que l'on trouve dans les graines de courge, les amandes ou le cacao cru, améliore la conduction neuromusculaire. Quant à la vitamine D, indispensable à la fixation du calcium et à la santé des fibres musculaires. Elle peut être supplémentée à raison de 800 à 1200 UI jour, selon les recommandations européennes. Enfin, il est important de rappeler que ces soins ne concernent pas seulement la fonction urinaire. Un périnée tonique favorise également une meilleure vascularisation vaginale, une sensibilité accrue et un meilleur maintien des organes internes. C'est un geste de santé globale qui touche à la dignité corporelle autant qu'au confort quotidien. Je pense notamment à Monique, 71 ans, retraitée active à Bordeaux. Lorsqu'elle était venue me consulter, elle vivait avec des fuites urinaires depuis près de 4 ans. Elle pensait que c'était l'âge et qu'il fallait simplement s'y habituer. En moins de 2 mois, après un protocole simple de rééducation à domicile et une légère supplémentation, ses symptômes ont diminué de moitié. Aujourd'hui, elle a repris la marche rapide et témoigne d'une sensation de tenir debout plus fermement dans son corps. Ce sont ces petites victoires silencieuses que j'aimerais rendre visibles à toutes les femmes. L'un des changements physiques les plus visibles, mais aussi les plus silencieusement vécus chez les femmes après 60 ans, est la transformation de la répartition des graisses corporelles. Là où le corps stockait autrefois les graisses au niveau des cuisses, des hanches ou des fesses, il privilégie désormais une accumulation abdominale. Ce changement morphologique, souvent frustrant, ne dépend pas uniquement de l'alimentation ou de l'activité physique. Il est profondément lié à des mécanismes hormonaux. Sur le plan biologique, ce basculement est dû à une double évolution. D'un côté, la chute des œstrogènes diminue la capacité du corps à stocker les graisses de manière périphérique, forme gynoïde, favorisant une répartition androïde, c'est-à-dire centrée sur le ventre. De l'autre, la baisse de la testostérone féminine, bien que moins connue, contribue à une réduction de la masse maigre, c'est-à-dire du muscle. Or, plus la masse musculaire diminue, plus le métabolisme de base ralentit, facilitant ainsi le stockage graisseux au niveau viscéral. Ce type de graisse, appelée graisse intra-abdominale, est métaboliquement active. Elle libère des cytokines inflammatoires, favorise l'insulinorésistance et augmente le risque cardiovasculaire. Loin d'être une simple question esthétique. Ce changement impacte donc la santé globale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être modulé non pas en forçant le corps, mais en l'accompagnant avec des leviers adaptés. La première action à mettre en place est une alimentation anti-inflammatoire. Réduire les sucres rapides, les farines raffinées et augmenter la consommation de fibres solubles, avoine. Graines de chia, artichaut permet de réguler la glycémie et de freiner l'accumulation abdominale. Les oméga 3 présents dans les petits patentis poissons gras sardines. Maquereaux, harengue, ainsi que les polyphénols du thé vert, contribuent également à réduire l'inflammation chronique liée à la graisse viscérale. Du côté du mouvement,
Il n'est pas nécessaire d'opter pour un sport intense. Une simple marche active de 30 minutes par jour, combinée à quelques exercices de renforcement musculaire, léger poids du corps, élastique, suffit pour relancer la dépense énergétique et maintenir la masse maigre. Le corps féminin après 60 ans répond encore très bien aux adaptations douces, à condition qu'elles soient régulières et bien ciblées. Je me souviens de Nicole, 66 ans, ancienne bibliothécaire, qui m'a consultée car elle ne reconnaissait plus son reflet. J'ai toujours été fine, docteur. Et là, ce ventre. Je ne le comprends pas. En rééquilibrant son alimentation sur 3 semaines et en introduisant une marche nordique tous les matins, elle a non seulement perdu 3 cm de tour de taille, mais retrouvé surtout une sensation d'élan et de contrôle. Ce n'est pas pour ma silhouette que je le fais, c'est pour mon souffle, m'a-t-elle dit en souriant. Ce déplacement de la masse grasse n'est pas une punition. C'est un signal du corps qu'il faut entendre avec douceur, sans jugement, et auquel on peut répondre avec des gestes simples, cohérents et respectueux du rythme de chaque femme. L'un des changements les plus souvent minimisés et pourtant les plus inconfortables après 60 ans est la sécheresse des muqueuses. Contrairement à l'idée reçue, cela ne concerne pas seulement la zone intime. De nombreuses femmes rapportent aussi une sécheresse oculaire, une gorge plus sensible, des lèvres fendillées plus fréquemment, ou une sensation de brûlure au niveau buccal. Ce phénomène diffus n'est pas accidentel, il est directement lié à la carence œstrogénique post-ménopause, qui affecte toutes les muqueuses de l'organisme. Sur le plan physiologique, les œstrogènes jouent un rôle fondamental dans l'hydratation tissulaire. Ils favorisent la production de collagène, la rétention d'eau dans les tissus et la régénération des cellules épithéliales. Lorsque leur taux chute brutalement, ce qui est fréquent autour de 60-65 ans, les muqueuses s'amincissent, perdent leur élasticité et deviennent plus vulnérables. Cette sécheresse peut se manifester par une gêne pendant la mastication, une voix plus rauque le matin, une sensibilité accrue aux poussières ou des douleurs lors des rapports. Le problème n'est pas seulement local, il affecte la qualité de vie, le sommeil, la communication et parfois même l'alimentation. Heureusement, des solutions existent sans avoir forcément recours à un traitement hormonal substitutif. La première stratégie repose sur l'hydratation systémique, boire de l'eau pure régulièrement tout au long de la journée. En petites gorgées, permet d'agir en profondeur. On recommande souvent aux femmes, après 60 ans, de viser environ 1,5 litres par jour, même sans sensation de soif, car le signal de déshydratation est souvent atténué avec l'âge. Ensuite, des soins muqueux spécifiques ont prouvé leur efficacité. Pour la sphère intime, les gels à base d'acide hyaluronique ou de glycérine végétale, utilisés 2 à 3 fois par semaine, permettent de restaurer l'élasticité locale sans perturber l'équilibre hormonal. Pour les yeux, des larmes artificielles enrichies en lipides peuvent soulager durablement. Enfin, pour la bouche, les bains de bouche sans alcool et les sprays hydratants buccaux apportent un confort réel. L'alimentation, elle aussi, peut soutenir cette hydratation. Les acides gras insaturés, huile de lin, noix, avocat. Les aliments riches en antioxydants baies rouges, carottes, épinards et les aliments mucogènes naturels, comme la graine de lin moulu ou l'aloe vera, aident à régénérer les tissus. Une étude japonaise
publié en 2019 dans Menopause Journal, a démontré que l'apport quotidien en lignane de lin, 50 mg, réduisait significativement la sécheresse vaginale chez les femmes post-ménopausées après 8 semaines d'utilisation. Je pense à Marianne, 70 ans, ancienne professeure de musique, qui souffrait depuis des années d'une sécheresse buccale tenace, perturbant même ses répétitions de chant choral. J'ai vu plusieurs spécialistes, mais personne ne m'a dit que c'était lié à mes hormones. Après avoir introduit une routine simple à base de spray hydratant et une cure de graines de lin moulues dans son yaourt matinal, ses symptômes se sont nettement améliorés. Elle a repris le chant avec plus d'aisance et m'a écrit, 3 mois plus tard, une carte où elle écrivait « Ce que je croyais être une fatalité liée à l'âge est devenu une simple adaptation du quotidien. La sécheresse muqueuse n'est pas une défaillance, c'est un message du corps. Et chaque message, lorsqu'il est entendu, peut ouvrir la voie à une réponse douce, ciblée et profondément réparatrice. Nombreuses sont les femmes qui, même plusieurs années après la ménopause, continuent à ressentir des bouffées de chaleur nocturne, une transpiration excessive en pleine nuit ou une sensation de chaleur soudaine au réveil. Ces manifestations, souvent jugées normales ou inévitables, sont parfois attribuées à l'âge ou au stress. Pourtant, elles ont des causes physiologiques précises et surtout, elles peuvent être apaisées. Sur le plan biologique, ces variations thermiques sont dues à une hypersensibilité de l'hypothalamus, la zone du cerveau qui régule la température corporelle. En l'absence d'œstrogène, ce centre nerveux devient plus instable et réagit de manière exagérée à de petits écarts de température. Par ailleurs, le système nerveux autonome, influencé par le cortisol, l'hormone du stress, peut amplifier ses réponses, notamment la nuit, lorsque le corps est censé se régénérer. Résultat, une chaleur soudaine envahit le haut du corps, parfois suivie d'une sueur froide ou d'un frisson. Ces épisodes perturbent le sommeil profond, entraînent des réveils fréquents et une fatigue chronique. Mais là encore, il est possible d'agir avec des gestes simples et ciblés. Le premier levier concerne l'environnement de sommeil. Maintenir une température ambiante fraîche entre 17 et 19 degrés C. Éviter les couettes trop épaisses. Utiliser des draps en fibres naturelles, lin, coton bio permet de réduire l'intensité des pics nocturnes. Certaines femmes trouvent aussi un soulagement en dormant avec une bouillotte froide au niveau des jambes ou un coussin rafraîchissant sous la nuque. Le second levier est d'ordre comportemental. Éviter les repas lourds le soir. Limiter l'alcool et la caféine après 17 heures. Et instaurer un rituel d'endormissement apaisant. Infusion de sauge. Lecture. Musique douce aide à calmer le système nerveux avant le sommeil. Une étude menée par l'Université de Liège en 2020 a montré que la sauge officinale, prise sous forme d'infusion concentrée, 2 résines de feuilles séchées dans 150 ml d'eau chaude, 15 minutes d'infusion, réduisait la fréquence des bouffées nocturnes de 50% en un mois. Enfin, certaines plantes, dites adaptogènes, peuvent apporter un soutien en profondeur. L'ashwagandha, le magnolia ou la rhodiole agissent sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, en régulant la réponse au stress et en rééquilibrant la production de cortisol. Ces extraits sont souvent disponibles en gélules standardisées, à prendre en cure de 4 à 6 semaines sous contrôle médical. Je me souviens d'Anne-Lise, 69 ans, ancienne pharmacienne,
qui me confiait qu'elle se réveillait chaque nuit à 2h42, trempée de sueur, obligée de changer de chemise de nuit. Après l'avoir accompagnée dans la mise en place d'un protocole simple, infusion de sauge, capsule d'ashwagandha le soir et aération systématique de la chambre. Elle m'a écrit « J'ai dormi 6 heures d'affilée pour la première fois depuis des années. J'avais oublié ce que c'était que de se réveiller reposé. Ces variations thermiques ne sont pas un caprice du corps. Elles sont un déséquilibre que l'on peut réapprivoiser, avec patience, douceur et les bons repères. Chaque nuit peut redevenir un lieu de récupération et non d'épuisement. Parmi les changements les plus déstabilisants pour de nombreuses femmes après 60 ans. Il y a cette sensation étrange de désir qui s'efface, de libido qui s'éteint progressivement. Ce n'est pas une perte totale de plaisir, ni une absence de sensibilité. C'est plus subtil, le corps reste réceptif, mais l'élan initial semble plus lointain, comme s'il fallait davantage de temps, de présence ou de sécurité pour qu'il réapparaisse. Ce phénomène est fréquent, mais il reste encore trop peu reconnu, même dans les cabinets médicaux. Sur le plan hormonal, la baisse des œstrogènes affecte la lubrification naturelle et la vascularisation des tissus érectiles féminins, comme le clitoris et les parois vaginales. Mais ce qui impacte le plus la libido, c'est le déclin de la DHEA, déhydroépiandrostérone, une hormone produite par les glandes surrénales. La DHEA joue un rôle central dans l'énergie vitale, la motivation et le désir. À partir de 60 ans, sa production chute naturellement, parfois jusqu'à 80% par rapport au niveau de jeunesse. Résultat, une diminution de l'initiative sexuelle, un effacement de la spontanéité et parfois une confusion entre baisse du désir et indifférence affective. Mais cette transformation n'est ni une fin, ni une fatalité. Le désir féminin ne disparaît pas. Il change de forme, devient plus cyclique, plus émotionnel, plus sensoriel. Ce qui stimule n'est plus l'urgence, mais la qualité du lien, la douceur de l'approche, la mémoire du plaisir partagé. En ce sens, il est tout à fait possible de réactiver cette énergie sans chercher à redevenir comme avant, mais en explorant une nouvelle sensualité. Sur le plan pratique, il est utile de restaurer la confiance corporelle en rétablissant des rituels de contact non génitaux massage, bain partagé, respiration synchronisée. Ces gestes simples, lorsqu'ils sont réguliers, envoient un message de sécurité au système limbique, là où naît le désir. Par ailleurs, des soins naturels comme les huiles végétales bio-jojoba, calendula peuvent être utilisés pour masser la zone vulvaire, sans but sexuel, mais pour entretenir la sensibilité nerveuse et l'élasticité cutanée. Côté micronutrition, une étude de 2022, publiée dans Maturitas, a mis en évidence l'efficacité d'un complexe associant zinc, magnésium, macabio et extrait de ginseng rouge sur la vitalité sexuelle féminine après 60 ans. Ce type de complément, pris en cure de 6 semaines, a permis à 68% des participantes de retrouver une envie spontanée plus fréquente. Kind, je pense à Christine, 73 ans, veuve depuis 10 ans, qui m'a confié lors d'une consultation. Je pensais que tout cela était fini pour moi. Et puis, un jour, j'ai retrouvé une envie, pas de l'urgence, mais quelque chose de tendre, d'ouvert, grâce à un travail de reconnexion corporelle, une meilleure compréhension hormonale et une cure douce de DHEA végétale sous contrôle médical. Elle a pu se réconcilier avec cette part d'elle-même qu'elle croyait perdue. Le désir,
chez la femme de plus de 60 ans, n'est pas une question de performance. C'est une langue subtile que le corps continue de parler à condition qu'on l'écoute sans jugement, avec confiance et avec la tendresse qu'il mérite. Ces transformations que nous venons d'aborder ne sont ni des faiblesses, ni des anomalies. Elles ne signifient pas que quelque chose ne va plus chez vous. Elles sont le langage discret du corps qui évolue, qui s'ajuste, qui cherche un nouvel équilibre. Et à 60 ans ou plus, il ne s'agit pas de lutter contre ces changements, mais de les reconnaître, de les comprendre, puis de les accompagner avec respect. Chaque symptôme, qu'il s'agisse de fatigue, de sécheresse, de baisse de désir ou de changement de silhouette, est un signal d'adaptation. Et chaque signal peut être apaisé, non pas par des solutions extrêmes, mais par des gestes simples, répétés, enracinés dans la physiologie et dans l'écoute de soi. En tant que médecin, j'ai vu des hommes de 62, 68, parfois 75 ans reprendre confiance en leur corps, simplement parce qu'ils avaient changé une habitude, réintroduit un rituel, ou osé poser une question qu'ils croyaient hors d'âge. Ce n'est pas la jeunesse que l'on cherche à retrouver, c'est la vitalité propre à cet âge, avec sa force tranquille, sa clarté et sa capacité à choisir. Vous n'êtes pas en train de perdre ce qui faisait de vous un homme. Vous êtes simplement en train de réécrire la manière d'habiter ce corps, avec d'autres repères, et ce processus mérite d'être soutenu avec dignité. Si certains de ces signes résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Tapez 1 en commentaire si vous avez reconnu l'un de ces changements. Cela aidera d'autres hommes à briser le silence, à oser parler de ce qui les traverse. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à un frère, un ami, un père, car parfois, une simple information reçue au bon moment peut transformer un quotidien. Et si vous souhaitez continuer ce chemin de compréhension et d'autonomie, abonnez-vous. Chaque semaine, je vous partage des conseils clairs, fondés sur la science, pensés pour les hommes de plus de 60 ans. Des conseils qui ne jugent pas, mais qui accompagnent, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se sentir vivant pleinement, dignement, et selon ses propres règles,